Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Plein Feu, le vrai débat. Aujourd'hui, une invitée exceptionnelle, Miassa Messaoudi. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir Alors, invité. vous êtes avec nous pour un premier roman. C'est mon choix, disent les femmes soumises. C'est un livre que vous publiez aux éditions Coucou. Alors, Coucou, c'est pas le coucou l'oiseau, mais c'est Coco. C'est une maison d'édition algérienne, donc qui est dirigée par Areski Aitlarbi, qui est très connu en Algérie. Il est connu surtout pour son esprit d'indépendance, je dirais d'insolence et de rupture avec les idées. Donc c'est pas du tout étonnant que vous vous retrouviez dans cette maison d'édition. Et en même temps, Kourou, c'est le royaume de Kourou, qui était un royaume en Kabylie, où c'était un royaume berbère, où il partageait le pouvoir en même temps avec la régence turque, puisque la régence turque avait, la colonisation turque avait imposé aux Algériens une domination, et on devait payer un impôt, sauf la Kabylie qui était régentée par Kourou. Il y avait la première femme de la grande tribu de Kourou devait se marier avec le bey d'Alger, et on partageait le pouvoir, et la Kabylie était exempte de cet impôt. Et le royaume de Kourou, donc c'est aussi une forme d'indépendance, et c'est pour ça que Areski Aitlarbi a choisi, j'imagine, de Exactement. porter ce nom. Donc moi je suis ravi que vous soyez parmi nous pour ce premier livre. C'est mon choix, que disent les femmes soumises. Alors déjà, le titre en lui-même, euh, vous choisissez, on va le voir à l'écran, le livre bien sûr, de dire c'est mon choix, en fait, le choix est un non-choix en fait. Oui, en fait, on parle beaucoup de choix en ce moment, et puis ce livre arrive, mais il a été écrit il y a quelques mois. Euh, Ce livre n'est pas sur le voile, mais parce que c'est le des grands débats de ces derniers jours ou de ces derniers temps, mais il lève le voile sur une société patriarcale, ce qu'elle est vraiment, ce que subissent les femmes de violences intrinsèques, de domination. Et c'est un voyage qui vient 30 ans après la fameuse décennie noire, pour dire ou pour poser un constat de ce qu'est devenu notre société après toutes ces années. Où en est l'Algérie depuis ces 30 dernières années. Et donc je fais ce voyage qui revient un peu sur les villes principales qui comptent un peu pour moi, puisque je suis originaire de la ville de Sidi Bel Abbès. Mais comme j'ai passé beaucoup de temps à Oran et que j'adore cette ville, donc j'ai aussi posé mon regard et mon constat sur cette ville-là. Alors, à l'évidence, c'est un roman fortement teinté d'autobiographie, parce que, et d'ailleurs, c'est pas une surprise, tous les premiers romans sont un peu comme ça. C'est un retour initiatique un peu au pays et dans la ville que vous avez aimé, partagé. Vous avez vu vos vos premières amies, vos premières copines, vos premiers amours, vos premières peines, joies, etc. Et on le voit très bien à travers cette introspection dans la société oranaise, mais aussi surtout dans la société des femmes. Les femmes qui chez nous sont tout sauf des femmes. Elles sont d'abord des mères, elles doivent enfanter, elles sont tout sauf des femmes. Donc elles doivent procréer, elles sont la femme d'eux, elles existent par procuration. Et dans ce livre, en tout cas, c'est ce qu'on observe en lisant. Vous faites immerger la partie femme. Et ça, c'est très intéressant. Seule une femme aurait pu faire ça. En fait, ce livre, il a peut-être des allures autobiographiques, mais il ne l'est pas totalement. C'est inspiré fortement des réalités qui étaient autour de moi, ça c'est une évidence. Oui, bien sûr, je traite le thème de la femme, parce que le rapport de la femme à l'extérieur, et c'est un rapport qui est très compliqué, parce que depuis l'indépendance et depuis cette épopée de la guerre d'indépendance où les femmes ont fortement participé à l'indépendance du pays, elles ont été ensuite envoyées dans les cuisines. Et puis après, on a amorcé une période où on pensait que les choses seraient différentes. Donc il y avait une école algérienne qui était quand même peut-être
plus libre, plus laïque, plus mixte, donc avant l'avènement de l'islamisme dans la société algérienne. Et je décris cette période d'espoir aussi qu'on avait, où nos parents croyaient vraiment en une Algérie multiple, ouverte, diverse, et que ça continuerait à marcher très bien, mais sans les colonisateurs. Donc je traite ce thème-là, mais en fait, la société a changé entre-temps, elle a beaucoup changé. Il y a eu l'islamisme, et l'islamisme, c'est pas... on voit maintenant les débats en France, on sent que c'est nouveau pour la société française d'avoir affaire au symbole de l'islamisme, au signe de l'islamisme, mais c'était aussi en Algérie nouveau pour nous. Les Algériens, l'Algérie des années 80 était une Algérie sans voile, une Algérie libérée, qui avait en tous les cas de l'espoir, même s'il y avait déjà le code de la famille, qui lui, bien sûr, place la femme dans un état mineur à vie, et que ce code de la famille apaise énormément dans le choix des femmes, dans leur appréhension de la vie, dans la façon dont qu'elles ont d'envisager l'avenir. Donc ça compte énormément, d'où le fait que maintenant on voit beaucoup les féministes qui reviennent, mais c'est une vieille histoire, d'essayer de l'abroger. Donc il y a ce poids-là qui est le poids juridique, qui déjà d'emblée place une femme dans une situation mineure. Et puis, il y a eu le poids de la religion, et pas une religion spirituelle et ouverte et apaisée. On a eu quand même une violence extraordinaire en Algérie, c'est que toutes les femmes ont été la première cible des islamistes, et elles étaient toutes assignées à aller se voiler. Et le voile, donc là, il est devenu, ou le voilement, qu'on pensait avoir révolu parce que nos mères, bon, il y avait en Algérie avant, c'était les vieilles dames qui le portaient, mais toutes les femmes qui allaient à l'école ou qui travaillaient ne le portaient pas. Et il arrive le voilement, et donc avec toutes les restrictions qui accompagnent cette idéologie qui est pour moi plus politique que spirituelle, et qui a, une fois encore, rendu la vie des femmes à l'extérieur de leur foyer très difficile, et pire encore, même à l'intérieur des foyers. Parce qu'il y a plein de maladies quelque part, de pathologies sociologiques, enfin psychologiques, liées à la frustration sexuelle, liées à l'enfermement, liées à la polygamie quand elle est... la polygamie, de toute façon, avant, il faut savoir que les femmes vivaient à 2 ou à 3 sous le même toit. Donc ça avait des conséquences catastrophiques sur les enfants. Et il faut le dire que la polygamie, telle qu'elle est vécue, même une femme, on va dire, qui a une autonomie financière ou qui a réussi sa vie professionnelle, elle a quand même le code de la famille et la polygamie qui sont là et qui pèsent sur sa vie, parce que c'est comme une menace constante. Donc il n'y a pas de... on est toujours dans les accommodements, dans les arrangements avec la société patriarcale, c'est-à-dire qui est représentée beaucoup et beaucoup portée par les femmes elles-mêmes, parce que les femmes sont le meilleur transmetteur dans toutes les religions d'ailleurs pour faire appliquer le code de la famille. Donc je parle un petit peu aussi beaucoup des rôles des femmes elles-mêmes dans cette spirale de la régression, dans cette stagnation par rapport à la situation de la femme, qu'on ne sait pas carrément le pire qu'on est en train de voir. Alors, et c'est intéressant dans ce que vous dites, parce que ne pas confondre islam et islamisme. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents, les aïeux étaient musulmans, mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient islamistes. Donc ils ont vécu l'islam de façon très apaisée, ça fait partie de leur quotidien, mais ils avaient un vécu culturel au quotidien qui était loin de toute volonté de soumettre ou d'opprimer. Et là, ce que vous dites à travers les différents personnages qui sont dans le livre, c'est que se construit une nouvelle identité, et se construit une barrière qu'on retrouve soit dans les déguisements, soit dans les uniformes. Et cet uniforme ou ce déguisement est la barrière à ne pas franchir. C'est-à-dire que la personne est cantonnée dans un espace, et c'est son espace, et donc dans cet espace-là, elle doit obéir à certaines lois. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est une identité de substitution qui s'est construite, c'est ça ?
En fait, l'islamisme agit comme une barrière, même par rapport à l'héritage social et culturel qu'on a. C'est une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de prier. On a l'impression qu'on a un dispositif tout prêt auquel sont assignés les nouveaux, entre parenthèses, musulmans. Parce que moi, je me rappelle de l'islam de mon grand-père ou de ma grand-mère, c'était quand même un islam spirituel, apaisé. Il n'a jamais été question de nous obliger à telle ou telle chose. Spécialement, nous, moi je fais partie de la génération qui était diplômée les années 90 de l'université algérienne. Et il y avait aussi quand même une tolérance par rapport à notre façon d'être. Le fait qu'on était diplômé, donc éduqué, il y avait quand même une forme de respect, de considération par rapport à ce statut. Et maintenant, on a l'impression que tout est pareil, que vous soyez diplômé ou pas, vous êtes quand même mineur et vous devez quand même obéir à une certaine façon de vivre qui est souvent importée d'ailleurs. Et donc, vous le dites très bien dans le livre, les femmes sont cantonnées de côté et il y a une non-mixité qui s'impose, donc les femmes sont toujours à part et elles s'imposent comme un rempart contre la tentation. Et alors que le corps de la femme est sans arrêt une obsession. Donc c'est une telle obsession qu'elle en devient quelque chose qu'on maudit, et ça devient un peu l'ennemi qu'il faut cacher, soumis à la vindicte, à la discrimination. Donc c'est d'une frustration à la fois personnelle et collective, naît sur la moitié de la population un système, mise en place un système juridique, social et économique qui marginalise quand même la moitié de la population. En fait, je reviens sur l'histoire des femmes depuis la naissance. En fait, les femmes sont travaillées au burin pour l'obéissance, pour la soumission. On a quand même un ensemble d'éléments. Par exemple, il n'y a pas que le visage masculin qui impose l'autorité. Il y a aussi la grand-mère, la tante qui sont là carrément à mettre des barrières constantes. Il y a un phénomène de dépossession du corps. C'est un processus qui est long et qui se fait depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Le corps de la femme dans nos pays ne lui appartient pas vraiment. Donc elle ne peut pas en faire ce qu'elle veut, elle ne peut pas le montrer comme elle veut, et il est assimilé à une espèce d'organe génital géant, d'où le fait de le couvrir ou d'essayer de le couvrir constamment. Donc oui, il y a beaucoup d'obsessions autour de la sexualité, mais une sexualité qui est niée, qui est reniée, qui n'est pas saine. Parce que ça devient comme quelque chose il faut séparer, il faut mettre les barrières, il faut mettre un mur, et je pense que cette frustration quand même crée Alors, pas mal dans le livre, vous parlez de façon très franche de l'amour, de la sexualité, de la jouissance, vous employez les mots classiques de clitoris par exemple, vous employez des mots quand vous parlez de la virginité par exemple. Vous dites que quasiment toutes les filles ont des rapports sexuels, et que tout ça, le jour du mariage, est caché, trafiqué, parce que on fait la comédie de la virginité, de la défloraison, etc. Donc tout ça, c'est un montage de la société hypocrite, alors qu'aujourd'hui les jeunes ont des pratiques sexuelles comme pratiquement toute la jeunesse du monde, quoi. C'est-à-dire que la sexualité, c'est un état naturel, mais chez nous, ça ne l'est plus. C'est un ensemble d'obstacles à franchir, mais à franchir dans la clandestinité, ce qui peut-être expose beaucoup plus les femmes et les jeunes hommes à des dangers. En fait, la vertu, la réelle, elle n'est pas liée normalement à une membrane ou comme elle n'est pas liée à un tissu. Mais le fait qu'on soit assez, je vais dire, assez, pas hypocrite seulement, mais
obsédé aussi par la chose parce qu'on ne libère pas ses potentialités, ses énergies. Moi, personnellement, je suis pour la dépénalisation parce qu'on voit très bien les catastrophes que ça en suit par rapport, par exemple, aux IVG, aux avortements clandestins, par rapport à toutes ces choses-là. Donc, il y a quand même un ensemble de choses très préjudiciables pour les femmes liées à toutes ces interdictions. Alors, c'est mon choix, disent les femmes soumises. Donc, c'est le titre de votre livre. C'est-à-dire que vous considérez que les femmes elles-mêmes reproduisent les schémas de leur propre oppression et les transmettent à leurs enfants, à leurs filles. C'est-à-dire qu'elles subissent une oppression et elles le transmettent aussi. C'est-à-dire En fait, pour parler de choix, déjà, il faut être libre. Et il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Donc, pire, il y a aussi quand même pas mal de miradors, on va dire, de partout pour vous empêcher d'être vous-même ou d'être femme, tout simplement. Donc, avant de parler de la liberté, du choix, il faut quand même être libre. Mais il faut aussi rappeler que notre société conditionne un petit peu les choix ou les non-choix. En fait, les femmes n'ont pas tant le choix que ça. Et quand les femmes n'ont pas le choix, les hommes aussi ne l'ont pas. Parce que quand on voit pour le choix de la campagne et tout ça, on a encore le rôle des mères qui est très prépondérant, qui est dans leurs avis et qui peut quand même décider de la pérennité ou pas d'une union. Donc il y a quand même, il y a une espèce, moi ce que je dis dans le livre, il y a quand même une espèce d'union entre la misogynie et un matriarcat acquis sur le tard pour les femmes. Et comme c'est des femmes qui ne sont pas rompues à la liberté ni responsabilisées, c'est quand même des espèces d'esclaves qui acquièrent un petit peu de respectabilité vers la fin de leur vie, même pas vers la fin, dès qu'elles commencent à devenir des femmes d'un certain âge, donc pas très sexuées, etc. Déjà, la femme, pour exister, il faut qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants, et surtout des enfants mâles, et à partir de là, elle commence à être considérée, quoi. Les enfants mâles, il y a quand même un aller-retour entre la mère et le fils. Donc il y a quand même une espèce de... Elle devient presque l'égale de l'homme parce qu'elle a eu un enfant mâle. Oui, elle acquiert une respectabilité sur le tard et cette respectabilité lui donne du pouvoir, le pouvoir de décider pour sa propre progéniture, surtout mâle. Donc c'est pourquoi la boucle de la régression continue. Donc comme elle acquiert cette respectabilité, elles n'ont pas envie d'y renoncer, donc elles se transforment elles-mêmes en gardiennes de goulag, quoi. Gardienne du goulag, vous l'avez très très bien dit. Et cette virginité dont on parlait, c'est une virginité sociale qui est dans le Houma, dans le quartier, parce que dès que la femme s'en va, elle va dans une autre ville, c'est plus le problème. Mais la responsabilité, l'honneur de la famille, etc., c'est dans le quartier, c'est dans le village, c'est là où on est connu. Après, si elle part là où elle veut, après c'est plus le problème, quoi. Vous expliquez que c'est vraiment une notion très hypocrite de la virginité. Oui, en fait, oui, je donne l'exemple d'une dame qui habitait dans un immeuble et puis que tout le monde savait elle était un petit peu, faisait les 400 coups un peu avec tous les mâles qui l'entouraient. Mais il y avait quand même un silence complice de tout le monde parce que, en fait, cette femme, elle a été demandée en mariage par un jeune homme qui est venu avec sa maman, mais la maman, elle ne connaissait pas du tout la jeune fille, ni la réputation de la jeune fille. Bon, elle s'est basée peut-être sur quelques indications ou recommandations familiales, mais qu'en fait, tout le monde savait qui était cette fille, et puis elle a été mariée, et tout le monde a poussé un grand ouf, parce qu'ils se sont débarrassés d'un potentiel problème, parce que tout le monde avait peur que le scandale émerge ou éclate, et que ça puisse conduire à quelque chose de tragique ou de dramatique. Il y a quand même une complicité, oui, tant que les personnes ne vous connaissent pas, tant que la famille n'est pas au courant, bien sûr, on s'éloigne toujours pour être soi. Et dans le livre aussi, ce qui est très fort, Miassa, c'est que vous aimez les gens, ça se sent dans le livre. Vous aimez les hommes, vous aimez les femmes, vous aimez l'être humain. Et ça, c'est très très fort. Vous avez une relation charnelle, que ce soit avec vos tantes, avec vos parents, avec les cousines, avec tout ce qui entoure. On sent vraiment cette amitié, cet amour qui, quelque part en Algérie, maintenant est interdit, quoi. Il est interdit d'être... c'est des choses qu'on ne s'épanche pas sur ce genre de sentiments.
Oui, bien sûr, là, c'est un voyage à l'intérieur, au cœur des maisons, derrière les murs. Ce témoignage ne peut être rapporté que par une femme, parce que Là, on est c'est... presque dans la Casbah, quoi. On est presque dans les. Vous savez, on a l'impression de vivre Oui, dans un tableau orientaliste, quoi. On est... complètement. De toute façon, pour parler des gens et bien en parler, il faut les aimer. Et même si c'est un livre qui parle beaucoup des femmes, il n'est à aucun moment contre les hommes. Parce que Oui, absolument. Ouais. voilà, je considère que tous les deux, ils ont à pâtir de ce manque de liberté, de ce manque d'embrasser la vie avec tous ces aspects et sous tous ces aspects. Donc oui, c'est un livre pour les femmes et les hommes également. Alors, dans ce voyage dans les sentiments, dans cet amour, c'est aussi un voyage euh, dans cette magnifique ville qui est Oran. Et c'est une ville qui est blessée. Vous dites, je voudrais soigner tes blessures et ta tristesse, ma ville chérie. Je voudrais recoudre tes habits déchirés, remettre de l'ordre dans tes cheveux merveilleusement frisés, passer un baume sur ta peau hâlée. Je voudrais qu'on redevienne amis, que tu me pardonnes mes infidélités, que j'étais certes parti loin chercher l'harmonie, mais que tu es toujours mon Oran adoré. On a rarement parlé d'une ville comme ça. C'est une vraie déclaration d'amour. Oui. Et cette ville, pour ceux qui la connaissent, et moi je la connais un petit peu, euh, c'est une ville magnifique. C'est une ville avec plein de lumière, avec un héritage patrimonial, avec un patrimoine extraordinaire. Et vous avez été blessé aussi de voir comment elle a été malmenée, comment elle s'est transformée. Tout à fait. Oui, c'est une déclaration d'amour à cette ville à laquelle j'ai passé quelques années. C'est une ville qui a beaucoup de panache, qui a connu beaucoup de grands hommes et des femmes extraordinaires qui sont venus un peu d'ailleurs, hein, que ce soit, c'est pas un éloge du tout à la colonisation, hein, dont je parle aussi et que je remets aussi les pendules à l'heure par rapport à ça, mais qui a quand même son héritage à elle. C'est une grande dame, Oran, et j'en parle parce que j'y suis très attachée et très affectée par ce qu'elle est devenue, parce qu'il y a quand même un patrimoine et une histoire qui sont malmenés. La ville est malmenée, suppliciée parfois. La cathédrale est massacrée, les synagogues sont massacrées, Bah, on n'a pas, tout ce patrimoine architectural est quand même voué à l'abandon, on a l'impression que l'Algérie est fâchée avec son son patrimoine. histoire et son Qu'il soit patrimoine. romain, phénicien, Le turc, tout, en fait, espagnol. le Herakla, on le voit ces derniers temps, il revient de manière très forte. Et j'étais ravie de voir quand même qu'il y avait quelques drapeaux Amazigh qui étaient parmi les manifestants. On a l'impression que quand même l'Algérien est assoiffé de reconquérir ce qu'il est, son identité, son histoire avec ses bons et ses mauvais côtés, avec son côté douloureux, mais son côté heureux aussi. L'Algérie est un très très grand pays qui a une histoire extraordinaire et qu'il faut qu'à un moment Et donné, vous il dites sur soit Oran, réconcilié. Oran est une dame qui a vécu. Elle a une histoire et des racines. Elle a été conquise, mais a aussi conquis. Et alors vous dites, qui sommes-nous pour juger son héritage? Qui sommes-nous pour la livrer au pire des brigandages? Qui sommes-nous pour la trahir ainsi? Et sommes-nous seulement dignes? Ce que vous dites sur Oran pourrait s'appliquer à toute l'Algérie. Tout à fait, oui. Tout le patrimoine J'ai algérien est visité voué. Alger dernièrement et c'était le même sentiment, même s'il y a des efforts qui sont faits, mais ça reste quand même, c'est d'une beauté extraordinaire. On a tous mal au cœur de voir ces villes, pas cette ville, mais parce que je parle aussi de Belabès, et Belabès c'est pareil, parce que c'est une ville aussi qui a une histoire coloniale très forte, mais où le patrimoine est très, très vivant et très fort, mais qu'on a aussi négligé. J'ai l'impression que l'Algérie, une certaine Algérie, peut-être a négligé non seulement ses femmes, son patrimoine, son histoire. Il y a plein de gens et de choses qui ont été laissées sur le bord dans l'Algérie qui a été construite après l'indépendance. Et que peut-être il est le temps maintenant de reconquérir, de le crier, de dire voilà le mal qu'il y a, voilà les choses qui ne vont pas et que on veut être nous-mêmes, se réconcilier avec notre identité, avec qui nous sommes, avec notre patrimoine, notre histoire et nos relations aux femmes. C'est très important, les femmes. Ah, ce qui est aussi intéressant dans votre livre, c'est que quand vous rentrez dans des situations avec les gens,
avec les objets, avec le décor, c'est toujours de façon horizontale. Il n'y a jamais de verticalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes à égalité partout et vous parlez des choses comme si elles étaient naturelles et comme si c'était dans un quotidien quelque chose qui faisait partie de la famille, quoi. Donc il y a une espèce de proximité avec les gens et les choses qui est très attachant dans votre livre. Oui, parce que j'ai peut-être cet aspect dans ma propre personnalité, c'est d'aller vers les autres. Ça, même en Europe, je n'ai jamais senti d'obstacle envers les autres. Ouais, donc... ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que dans le mot verticalité, j'y mettais le mot de jugement. Il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire vous êtes avec des personnages qui ont vécu plein de choses, qui ont eu plusieurs femmes, ou des femmes qui ont eu plusieurs amants. Vous avez eu des gens qui ont eu des itinéraires un peu bousculés, etc. Et toutes les histoires sont nobles. Vous ne jugez personne. Non, c'est beaucoup de tendresse aussi, parce que j'ai vu aussi des choses très positives. Il n'y a pas que le côté sombre. L'Algérie, c'est un pays très particulier. Et je l'ai découvert aussi avec les yeux d'autres personnes. Parce que quand on visite, on commence à aller un peu partout, on commence à voir l'humain. Et j'ai vu que chez nous, en Algérie, on a cet aspect humain, cette tendresse, cette affection envers les autres. Il n'y a pas vraiment de jugement. Peut-être, sauf, et je le dis bien dans mon livre, sauf parmi une certaine religiosité, une certaine bigoterie qui vient gâter notre nature. Parce que nous sommes d'une nature très communicante, très souriante, très hospitalière en Algérie, mais il y a des choses qui sont arrivées dans ce pays d'ordre politique ou idéologique qui ont massacré la nature algérienne, la nature de la femme ou de l'homme algérien. Combative, mais très hospitalier, très ouvert et très divers, ouvert au monde. Vous avez employé le mot bigoterie, c'est le mot qui est juste, parce que derrière tous les apparats dont on peut affubler, notamment vestimentaires, il y a une liberté qui s'exprime. C'est-à-dire que le corps continue à s'exprimer, la séduction continue à s'exprimer, et on sent bien que ça, c'est quelque chose qu'il faut donner à la société, mais que la personnalité de l'Algérien ou de l'Algérienne, elle est restée la même, qu'elle a envie d'être comme toute personnalité dans le monde entier. Toutes les femmes du monde ont envie de plaisir, tous les hommes du monde ont envie de plaisir, de partager ça. Et on sent que c'est vraiment de la bigoterie, quoi. On sent que c'est quelque chose de trafiqué et que l'Algérie, c'est pas ça. Elle n'a jamais été ça et j'espère qu'elle ne le sera pas parce que non, et je pense que non, avec le Hirak, on a tous repris confiance et espoir. Mais bien sûr qu'un habit ne fait pas le moine et on peut couvrir les femmes comme on veut et de toutes les étoffes qu'on veut. Mais il y a une nature à l'intérieur, il y a un appel à la vie et c'est cet appel-là qu'on entrave. Donc je pense qu'il faut abandonner un moment, être courageux et sortir de ces mimétismes religieux, pas religieux, mais bigots, plutôt c'est le mot juste, et qu'on puisse remettre chaque chose à sa place. La place de la religion, c'est aussi l'espace individuel, privé, et qu'on laisse s'exprimer les gens. La liberté était indispensable à la création. Elle est indispensable pour aller de l'avant et cette liberté, il faut la restituer aux Algériens. Personne n'a le droit d'entraver cette quête-là. Merci Miassa Messaoudi. C'est mon choix, disent les femmes soumises aux éditions Coucou. Alors on va pénétrer dans cet univers merveilleux, fantasmagorique et ô combien réel des femmes en Algérie et que vous décrivez très bien. Donc moi je vous propose de continuer la lecture, donc j'espère que ça sera bientôt édité en France, parce que pour l'instant c'est une édition algérienne, mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite, qu'il soit édité en France, et puis à très bientôt j'espère sur notre antenne. Merci pour m'avoir invité, à bientôt.